Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir on fera un petit flashback puisque nous reviendrons sur les événements qui se sont produits suite au passage de l'ouragan Irma qui avait dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy, si vous vous en rappelez. Un documentaire est sorti, Irma 2.0, on en parle à 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous irons sur le front social avec le blocage de la ville de Basse-Terre par les agents de Nicolin qui exigent le paiement des 15 millions d'euros dus par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Puis un petit focus sur René, une entreprise de restauration familiale qui table sur la transmission et l'innovation avec son laboratoire financé par la région. Et en fin d'édition, nous participerons à l'opération de nettoyage du quartier de Bouliki aux Abîmes. Et on revient rapidement sur la polémique du cyclotron, puisque par arrêté du 4 février 2020, l'Agence régionale de santé a annulé l'installation du second TEP-scan initialement prévu pour la Guadeloupe. Un arrêté obscur ne faisant jamais mention de modification des besoins de notre territoire, mais qui pointe tout de même la sous-utilisation du matériel. Une décision contestée par nos 4 députés qui s'étonnent du manque de parole de l'État, alors que les chercheurs guadeloupéens enregistrent des résultats incroyables comme ce radiotraceur F18 Colline permettant de marquer les cellules cancéreuses de la prostate, une première dans la Caraïbe et peut-être que certains ont du mal à accepter justement ces performances. Toujours mobilisés, les salariés de la société Nicolin ne veulent plus de blabla inutile avec nos irresponsables politiques. Ils exigent le versement des 15 millions d'euros dus par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Et pour tenter d'accélérer le paiement, ils ont bloqué le rond-point des 4 chevaux à Basse-Terre et celui de Gourbert. En ce qui concerne la montagne d'ordures déversée devant la mairie de Gourbert, les grévistes pensent qu'il s'agit tout simplement d'un message que souhaite faire passer la population. Le reportage. La situation aujourd'hui, elle est stable, elle s'aggrave tout au moins, dans la mesure que depuis que le président Abelli a renié ses engagements, nous ne pouvons plus continuer à faire confiance à qui que ce soit. Et donc nous avons été obligés de reprendre la grève, parce qu'elle n'était que suspendue. Et suite au fait que M. Abelli n'a pas honoré ses engagements, nous avons repris la grève. On a depuis côté 6e mois, on travaille dans les BTP. Ouais. Et entreprise en nous, qu'a souffert dans ça. On va comprendre ces messieurs parce qu'ils n'ont pas touché, l'entreprise n'a pas touché, ils n'ont pas payé. Mais nous, par rapport à la virus là, nous avons souffert parce que pas ni chantier qu'on avant. Alors, on va penser que l'État prend disposition pour ça. Parce que pour les autres pas souffert, les transporteurs qui ont souffert, les entreprises qui ont souffert, les magasins qui ont souffert. Alors, aujourd'hui, je nous demande l'État prendre disposition pour prendre une décision pour payer ces messieurs, pour nous faire payer la fonctionner. C'est ça le but en pédia dans ça. Mais pas pour nous, nous pas accompagner, nous accompagnons, mais il faut penser à les autres aussi, il faut les autres travailler. Yo même faut penser à les autres. Pour les autres continuer à faire activité. Depuis ce matin, je dois aller aux impôts. Je suis bloqué par la route à cause des grèves. Depuis à 7 heures. Il n'y a pas de problème, nous avons une filtration, mais tout ce qui est sanitaire passe par contre le grand public, non, puisque si nous faisons une manifestation, c'est bien pour interpeller, pas pour gêner, mais pour interpeller tout le monde qui se sent concerné. D'autant plus que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, au contraire, ils sont en train de fuir. Nous avons un préfet qui nous dit que vous avez été trop légaliste, qui a 8 ordonnances de justice qui n'arrivent pas à faire appliquer, par contre qui veut nous déloger. Ça, ils sont forts là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont incapables de faire appliquer des décisions du tribunal administratif. Donc nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Et nous avons décidé, de façon le personnel qu'on voyait là, ils ont décidé d'arrêter toute cette espèce de réunion, toute cette gymnastique intellectuelle. Maintenant, nous avons travaillé
Nous voulons être payés. Point trait. On ne veut plus entendre des réunions. Ils n'ont qu'à prendre leurs engagements, leurs procédures. Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est d'être payés. On a travaillé pour ça. Parce que eux, ils touchent leurs indemnités communautaires. Ils le touchent. Il n'y a pas d'argent, mais ils le touchent. Ils touchent les mandats de bouffe. Ils touchent les mandats de maire, parce que quasiment tous les membres communautaires sont également maires. Enfin, tous les maires sont membres communautaires. Donc, ils touchent leur mandat. Au jour d'aujourd'hui, nous avons travaillé et on ne perçoit pas notre dû. Donc, c'est fini maintenant. On ne veut plus entendre parler. La seule chose qu'on veut savoir, quand est-ce qu'ils nous payent. Un reportage signé Michel Depape et notez que la société Nicolin refuse d'ouvrir les négociations annuelles obligatoires tant que le paiement ne sera pas réalisé. Et pour calmer le jeu, le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, Thierry Abelli, a proposé de régler 330 000 € par mois à la société de ramassage d'ordures. Un mauvais deal pour Nicolin, dont la prestation mensuelle tourne autour des 430 000 €. Il y a donc un manque à gagner de 100 000 € en plus de la dette de 15 millions que l'entreprise n'a pas voulu accepter. Dans le même temps, les caisses de la collectivité sont vides et ils sont donc pieds et poings liés. Regardez. Il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré la direction de Nicolin pour qu'on trouve une solution à cette difficulté que nous rencontrons depuis plusieurs années. J'ai pu leur faire une proposition qui consistait à dire, mais voilà, on ne peut payer aujourd'hui qu'un petit peu plus que 300 000 € par mois. Malheureusement, ça ne couvre pas, j'allais dire, la prestation au quotidien, puisque chaque mois, pour la collecte des ordures sur le Grand Sud Caraïbes, Nicolin devrait percevoir un peu plus de 430 000 €. Donc vous voyez bien que c'est avec 330 000 € de versés, il manque un peu plus de 100 000 €, auquel s'ajoute déjà la dette. Donc ça veut dire qu'on est en train de construire de la dette. Donc ils n'ont pas accepté cette proposition-là. Et donc vendredi dernier, on s'est rencontrés en préfecture. Donc on a pu trouver une nouvelle proposition, puisque j'aurais expliqué que ce n'est pas une volonté de ma part de ne pas payer, c'est qu'on n'a pas les liquidités pour. Puisque si c'était le cas, je vais dire les mandatements d'office qui étaient faits par le préfet auraient permis d'apurer la dette de Nicolas et bien d'autres, puisque Nicolas n'est pas la seule dans cette situation. Donc on a pu trouver un consensus qui consiste à dire on verse ce qu'on est en mesure de verser pour le moment, sachant que notre plan de redressement, on a commencé en tout cas à travailler dessus et que les premiers effets devraient réellement se faire sentir dans le courant du premier semestre, en tout cas pas avant le premier semestre 2020-2021. Donc on continue à payer ce qu'on peut payer tous les mois, et au courant de l'année 2021, on s'engage, en tout cas je m'engage à verser l'équivalent des 438 000 € sur l'année qui correspond à la prestation de Nicolin. Et à partir de 2022, on règle maintenant, en plus de ces prestations-là, le paiement de ces prestations-là, on va régler des échéances de manière à apurer le passif avec des échéances de 250 000 dans ces eaux-là pour régler le passif. Donc on est d'accord sur ce principe-là, sauf qu'aujourd'hui, Nicolin dit, je suis d'accord pour signer, mais moi je ne peux pas dire oui aux revendications des salariés qui réclament ces 4 dernières années de participation et compagnie, si personne me garantit financièrement le protocole que je vais signer avec le Grand Sud Caraïbes. Donc on en est là comme difficulté, puisque aujourd'hui, vu la situation de Grand Sud Caraïbes, vous imaginez bien que on n'est pas forcément très crédible auprès d'un établissement bancaire. Donc c'est sûr que aujourd'hui, je ne peux apporter que ma bonne volonté, ma parole pour signer ce que nous avons arrêté vendredi dernier. Et donc par rapport à ça, la difficulté, c'est de trouver un garant. Entre la dette de l'eau et la dette des ordures, la pression fiscale risque d'être assez importante dans le sud Basse-Terre. Retour maintenant sur cette conférence de presse du maire de Port-Louis concernant le litige foncier à Rambouillet. Mobilisé aux côtés de sa population, il dénonce une opération frauduleuse et illégale. En 2018, la CEMAG a procédé à la vente de 1700 mètres carrés de terrain en bord de mer pour la modique somme
de 65 000 €, un montant dérisoire pour une parcelle de littoral urbain censée appartenir à l'État depuis 2016 et qui a nécessité 200 000 € de travaux entre le terrassement et l'enrochement. Une vente à perte à l'endroit même où plusieurs familles ont été sommées de quitter les lieux pour des raisons de sécurité. Une injustice que la municipalité entend rectifier en récupérant ce bout de terre de la discorde. Le reportage. Ici, tout le littoral était habité et c'est vrai que dans la dynamique, on donnait le dos à la mer puisque c'est culturel et historique et il a fallu se positionner pour être face à la mer. D'où on a sorti tous ceux qui habitaient sur ce littoral urbain. Il y a eu des morts à cause de cela. Et certaines familles qui ont été expropriées aujourd'hui n'ont toujours pas ou d'opération de recasement ou d'opération de tiroir et ça pose un problème. Alors vendre à 1700 hectares, 1700 mètres carrés à 66 000 € alors que le mur de protection et le remblaiement coûtent beaucoup plus cher que la vente en elle-même, c'est une injustice et il faut lutter d'une part contre l'injustice, d'autre part contre l'aspect frauduleux de cette vente et pour ce faire, il est impératif que la mobilisation populaire soit au bout du jour. On nous a soumis un dossier qui montre qu'un trouble a été causé à une entreprise, disons, des personnes qui étaient installées sur le site et qui travaillaient là. Le travail consistait à réparer des canaux, à les entretenir. Cela se faisait depuis déjà de très longues années. C'était le bien connu, c'est le marché aux poissons un peu de Port-Louis. Et bien entendu, si des personnes s'estimant propriétaires des lieux devaient chasser les gens qui étaient là sur ce site-là, et bien ces personnes qui devaient entreprendre, qui s'estimaient lésées, devaient s'adresser à justice pour demander d'ordonner aux occupants de laisser un lieu. Il faut savoir que nous sommes là pour défendre l'intérêt des Port-Louisiens, mais aussi des Guadeloupéens. Parce que les Guadeloupéens, ils vont vouloir venir un jour faire une promenade sur ce site, ce littoral, et donc ce littoral est destiné à un projet à utilité publique. Alors c'est pour ça surtout qu'on le défend pas dans le cadre de construction comme il a été fait par un projet privé, mais un projet de la mairie. Alors c'est sûr qu'on défend ce projet déjà et on défend surtout ces gens, les habitants qui ont été là, sont partis par des logements de l'État à cause de problèmes d'insalubrité et de problèmes climatiques, sismiques et autres. Et là, on refuse que d'autres personnes viennent pour y habiter. Jamais un Port-Louisien n'acceptera de venir sur ce littoral car ils connaissent l'histoire. Un reportage signé Olivier Moradel. Jean-Marie Nomertin était auditionné par la gendarmerie. Il est accusé d'avoir organisé une manifestation non déclarée et permis le blocage du rond-point de Fontsarail lors de la mobilisation des agents de sûreté la semaine dernière. Les forces de l'ordre adorent M. Nomertin. En tout cas, venu en soutien, Élie Domota n'a pas manqué de dénoncer le mépris à peine masqué pour l'action syndicale. Le reste en images. Nous n'sommes pas des terroristes, nous agissons à visage découvert, tout le monde est au courant de ça nous fait, et que la CGTG, donc à l'origine, à mobilisation là, vers les camarades grévistes, et à titre là, c'est encore revendiqué, on n'a pas qu'à battre derrière, on n'a pas qu'à faire des questions là, ça, donc on peut assumer ça nous fait. Application des droits à l'eau, je ne peux pas demander plus que ça. Pour ça, ces messieurs qui profité de la situation sanitaire pour faire en sorte de casser toutes les velléités de contestation sociale.
convocation à Jean-Marie nommé aujourd'hui là, c'est pas simplement convocation à la CGTG, mais nous avons considéré, nous UGTG, que nous aussi nous convoquer et que l'ensemble des organisations syndicales Guadeloupe convoquer. Parce que l'objectif du gouvernement là, avec le patronat, c'est casser les acquis sociaux, casser les contestations sociales, casser les syndicats et faire en sorte d'instaurer dans le pays là ça en dictature. Et donc c'est pour ça nous là, pour la liberté de manifester, pour la liberté de revendiquer et la liberté de se battre pour ces revendications. Et ça, nous sommes toujours dedans. Et c'est pour ça, d'ores et déjà, avec les camarades de LKP, nous n'y ensemble, nous avons fait les mercredis 21 octobre, et avec l'ensemble des organisations syndicales Guadeloupe, nous n'y avons caravane que nous avons organisé le 24 octobre qui va venir, bien évidemment, avec toutes les restrictions, tous les gestes barrières et les distanciations sociales, pour nous dire non à cette situation de mépris là que nous vivons dans là. Parce que ces messieurs, c'est eux qui organisé et catastrophe sanitaire en Guadeloupe, qui fait que nous dans l'état là ça, et eux ont besoin de priver nous de toute liberté, toute contestation pour continuer à faire en sorte de soumettre nous. Et là, nous avons dit non. Il faut convoquer moi pour deux chefs d'accusation. Premier là, c'est des fonds manifestations qui n'ont pas été déclarés. Et deuxième là, c'est d'empêcher voiture circuler assis la voie publique. Donc au niveau à Fonsarail, suite à barrage qu'elle nous fait le 13 octobre au matin. Donc nous avons dit pourquoi nous faisons. Nous frappons à toutes les portes pour ne pas répondre. 38 jours de grève. Au long direction Kanaouguenou. 38 jours de grève. Où la préfecture a délivré des réquisitions. Et 38 jours de grève où la des cas avérés de Covid parmi le personnel qui travaille à Anti-Sûreté et Guadeloupe. Il faut nous mettre en frein à ça. Et quand nous tenons, s'ils ont à Guadeloupe première, Lubin, directeur de centre de profit, a déclaré au nom de AEG que ça a fait longtemps que vous voyez en demande pour inspecter là pour attendre les et le lieu de négociation. Or, inspecteur là, qui a répondu, c'est à 21h37 le soir là du 13 octobre, donc Ahmed Patekofet, que c'est la première fois effectivement que la direction a donc convoqué et et donc et à ce moment là ça, il a fait comprendre très bien qu'ils sont mentés. Donc il a mettre en porte-à-faux inspecteur là alors qu'il mentit réellement depuis le départ. Donc au moins la vérité éclatée. Il a aussi dénoncé en fraude au chômage partiel de part à l'entreprise AEG. Nous avons bien dit en fraude au chômage partiel. Donc si c'est des points là ça, nous peut des mots. Petit focus maintenant sur une entreprise leader sur le marché des sandwichs guadeloupéens et des jus de fruits frais, en l'occurrence René, fondée par Madame Renée Reynaud en 1963. Cette affaire familiale a su traverser les âges tout en conservant sa marque de fabrique. Une longévité due à la transmission de génération en génération, et ils en sont à la 3e là en ce moment. Et il était d'ailleurs temps pour Alain Reynaud de passer le flambeau à ses fils qui en peu de temps ont ouvert 5 nouvelles pâtisseries à travers le département. Du 109 qui a mis sur pied un laboratoire afin de standardiser les productions. Financé en partie par la région, Harry Chalus a constaté la bonne utilisation des deniers publics. Regardez. C'est un travail qui est un travail d'équipe d'abord, un travail de transmission entre les générations. Il y a notre père qui nous a aidé à apprendre dans la gestion. On a un oncle aussi qui nous a aidé pour la partie recettes et formation de l'équipe. Ça a commencé par mes parents et ensuite j'ai décidé de continuer l'activité en collaboration avec 2 frères. Et ensuite, on a eu la volonté de poursuivre cette activité et on a des ambitions en tout cas pour que cette enseigne traverse le temps. Mes fils Gilles et Carl travaillent, ont rejoint l'activité et puis portent leur pièce à l'édifice pour continuer justement à transmettre. Depuis 2011, pour mon frère Carl et moi, pour organiser l'enseigne en réseau, organiser pour pouvoir avoir des services administratifs et de communication qui fonctionnent bien. C'est très vite rendu compte que pour aller plus loin, il fallait un laboratoire commun pour permettre l'unicité du goût et un laboratoire suffisamment en capacité de nous permettre d'ouvrir d'autres restaurants. Et c'est un projet qui aboutit aujourd'hui, mais qu'on travaille depuis 5 ans. Super laboratoire accompagné par la région. C'est une entreprise qui fonctionne, qui a près de 130 salariés, avec des jeunes qui prennent en formation, en contrat d'apprentissage. Donc il fallait que nous venions aujourd'hui pour voir un peu comment ils ont vraiment bien utilisé cet argent et comment ils continuent à développer l'entreprise René, qui est une entreprise aujourd'hui qui a
une place en Guadeloupe. La région Guadeloupe nous a aidés pour ce projet, donc c'est naturel aussi que les hommes politiques voient où va l'argent et ce qu'on en fait. La réussite de la Guadeloupe, la réussite de l'innovation, la réussite de l'entrepreneuriat, de cette volonté de créer, c'est une fierté pour nous. Ça nous a pris 5 ans entre l'achat du bâtiment, la conception, la réalisation des travaux, les recherches de financement qui n'ont pas été évidentes pour aboutir l'année dernière en 2019. Cette enseigne traverse le temps et en pérennisant justement la qualité des produits que nous faisons. Et je pense que les Guadeloupéens l'ont reconnu et continuent à nous faire confiance et nous, on a la volonté de continuer. C'est aussi pour ça qu'on fait cette matinée, c'est pour pouvoir inspirer aussi d'autres à s'y mettre. Et encore une fois, ça se fait petit à petit, projet après projet. Et on souhaite une très longue vie à cette entreprise. Et dans le cadre de l'opération Campagne en Nouvelle, les habitants de Bouliki aux Abîmes ont chaussé leurs bottes et retroussé leurs manches pour embellir leur cadre de vie. Ils ont même procédé à la plantation d'un corosolier. Regardez. Nous lançons aujourd'hui une vaste opération de valorisation des atouts de la ruralité de notre ville. Ce projet fait partie du programme de l'actuelle mandature. Donc, dans ce cadre, nous rencontrons régulièrement les forces vives des quartiers ruraux notamment. Et il faut savoir que l'initiative part justement des habitants de Bouliki. Et nous, au niveau de la ville, on leur propose le programme que nous avons bâti de manière à co-construire justement les projets qu'ils envisagent. Le but de cette action, c'est améliorer le cadre de vie du quartier. Alors, en fait, des habitants plutôt, parce qu'on est dans un secteur rural, effectivement. Dans des secteurs comme ça, on n'est pas forcément tout le temps, comment je dis ça encore, le cadre de vie n'est pas toujours bien pris en compte. Donc, nous, les habitants aujourd'hui, on a décidé effectivement de se mettre en avant et de demander à des élus qui justement ont joué le jeu, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous aider à améliorer notre cadre de vie. Aujourd'hui, c'est la perfection, la finition de ce quartier avec l'embellissement, la plantation de plantes, mais pas seulement de plantes d'ornement, de plantes aussi médicinales. Et nous planterons de manière symbolique un corosolier pour montrer que la vie, c'est le cadre de vie, c'est vrai, mais c'est aussi la perpétuation de l'environnement pour permettre aux habitants d'être dans un cadre agréable, mais un cadre qui fait bon vivre, où ils peuvent se nourrir, se soigner, notamment par ce temps de Covid-19. Nous essayons justement de faire des relais de 5 personnes par groupe sur la voie publique. Donc on respecte strictement les prérogatives qui ont été mises en place dans le cadre des restrictions sanitaires. Dans cette première opération, nous allons poursuivre, continuer dans d'autres quartiers, de manière à ce que dans tous les quartiers, notamment les secteurs ruraux, parce que c'est vrai que l'action a beaucoup été portée au niveau de la zone urbaine, et aujourd'hui, d'ailleurs, Éric Jalton l'a dit, cette mandature sera consacrée davantage au développement de la ruralité. Ruralité, environnement, embellissement. Un reportage signé Vianney Valverde. Et n'oubliez pas que lorsque vous malmenez la nature, vous vous malmenez vous-même. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous le dis, on fera un petit saut dans le temps et on reviendra à l'époque du passage de l'ouragan Irma qui a dévasté littéralement les îles
de Saint-Barth et Saint-Martin. C'était vraiment une catastrophique. Et donc nous recevrons la réalisatrice d'un documentaire justement qui s'intitule Irma 2.0. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Patricia Châtonnet-Rivaudet, bisous Patricia, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Pierre Archimède, bonsoir à Ampassavma, bonsoir à El Canario, bonsoir à Acron-Bessy Corneille, bonsoir à Marcel Neuilly, bonsoir à JL des Outils, bonsoir à Nawen Laura, bonsoir à Karine Gatibelza, bisous Karine, bonsoir à Cavallino Rampante et bonsoir à Teddy Bamberg. Merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.